Il y a entre 30 et 15 000 ans, à la fin du Paléolithique, les chasseurs-cueilleurs peignaient sur les murs des grottes. En France, comme en Espagne, le mammouth, le bison, le cheval ou encore l'auroch, ancêtres des bovins actuels domestiqués il y a 9000 ans, occupaient l'imaginaire de ces peintres. Mais alors, ces peintres magdaléniens étaient-ils les descendants des Néandertaliens, ces derniers ayant peuplé l'Europe de moins 600 000 à moins 30 000 ans, date probable de leur extinction? Pour étudier la base biologique de l'évolution de l'homme en particulier et de l'évolution des espèces en général, entre autres évolution des espèces lors de leur domestication par l'homme, l'équipe de paléogénomes de l'Institut Jacques Monod à Paris observe les génomes d'espèces éteintes, comme l'auroch, en analysant les témoins directs de leur évolution, les os et les dents en cours de fossilisation. Ces témoins de l'évolution sont originaires de gisements archéologiques bien étudiés, stratigraphiés et datés. Les données paléogénomiques obtenues permettent ainsi la reconstruction du cours de l'évolution. L'ADN, si préservé dans les os au cours de fossilisation, est très fortement dégradé. Il est présent en très faible quantité et les molécules sont très petites. Nous avons montré que l'ADN, après le prélèvement des os à partir du sédiment, se dégrade encore plus vite que pendant la préservation dans le sédiment. Et c'est pour ça que nous avons établi des protocoles de prélèvement sur le site pour conserver l'ADN, pour le traiter comme des échantillons frais, des échantillons biologiques. Nous allons donc prélever ici les os et les mettre dans une glacière afin de les donner dans des conditions qui permettent la conservation de l'ADN. Donc on va prélever un os qu'on a déjà identifié et dégagé de la coupe stratigraphique. Puisque l'ADN est conservé en très peu de quantité, il faut au laboratoire le multiplier. Ces méthodes sont très sensibles à la contamination avec l'ADN moderne, environnemental, dont notre propre ADN. C'est pour ça que mon collègue porte une combinaison, un masque, des gants, pour empêcher l'ADN qu'il porte sur lui d'être transmis sur l'os fossilisé qu'on prélève. Et c'est parti pour Paris. Pour interpréter les résultats qui seront obtenus en laboratoire, il est essentiel pour l'équipe d'Eva Maria Gegel de comprendre et d'intégrer tous les facteurs qui auraient pu agir sur la préservation de l'ADN. Pour cela, géologues, géochimistes, anthropologues et paléontologues travaillent dans un même but, découvrir les secrets de ces ossements. Avec mon équipe, on se rend sur le site pas seulement pour le prélèvement d'ossements, mais aussi pour comprendre la formation du site et sa taphonomie, c'est-à-dire les conditions de sa mise en place et aussi les conditions de la fossilisation des os. Et la collaboration étroite avec les chercheurs du terrain est très importante parce qu'eux, ils font la recherche du site pour comprendre la formation du site et pour nous transmettre tous les facteurs dont on a besoin pour comprendre. Alors le site des Pradelles est un site exceptionnel justement par sa fonction. Dans ce gisement, les hommes de Néandertal sont venus pour traiter des morceaux de carcasse animale, essentiellement des rennes, et aussi également des hommes qu'ils ont probablement utilisés comme les rennes pour en extraire des ressources alimentaires. Et l'intérêt de ce gisement, c'est qu'il s'est mis en place pendant une période très froide, du Paléolithique moyen, et que, comme on peut le voir derrière nous, les cailloux qui constituent l'essentiel du remplissage sédimentaire sont pris dans des sédiments très très fins, de l'argile, qui a fait une sorte de frigo naturel qui a exceptionnellement bien conservé les caractéristiques biologiques des vestiges osseux que l'on retrouve dans ce site. Ces conditions exceptionnelles de préservation permettent donc aux équipes de recherche une étude sur des espèces aujourd'hui éteintes. Ces études constituent donc un défi méthodologique majeur et nécessitent des conditions techniques très particulières.
On dispose d'une toute petite quantité de molécules qui sont très endommagées et très petites. Il faut donc les multiplier, c'est-à-dire amplifier, en utilisant une technique qui est très sensible à la contamination par l'ADN moderne environnemental. Et ceci nous oblige de travailler dans un laboratoire de haut confinement et d'adopter des procédures expérimentales extrêmement strictes. Pour empêcher la contamination de fausser les résultats de l'analyse, nous sommes obligés de travailler dans un laboratoire de haut confinement qui se trouve au 6e étage de l'Institut, loin des laboratoires de biologie moléculaire où l'ADN moderne est analysé. Ce laboratoire est surpressurisé de manière à ce qu'il y ait un gradient de pression montant de l'entrée vers le fond du laboratoire pour empêcher des molécules contenues dans ces aérosols d'y pénétrer, et en particulier dans la pièce au fond, où les réactions PCR sont pipetées, ce qui constitue l'étape la plus sensible à la contamination par l'ADN moderne environnemental. Nous entrons dans le sas du laboratoire, où nous enlevons la blouse qui a protégé nos vêtements de travail du laboratoire confiné, et nous enfilons une combinaison, un masque, des chaussures javelisées avec des surchaussures jetables, et nous changeons les gants que nous traitons aussi avec l'eau de Javel. Puis, nous passons à l'eau de Javel tout objet rentrant dans le laboratoire. Dans la première pièce, nous préparons les os archéologiques. Ceci se fait dans une enceinte qui est nettoyée à l'eau de Javel après la préparation de chaque spécimen et irradiée aux rayons UV à très courte distance une fois la préparation terminée. Cette enceinte, ainsi que les autres enceintes et hôtes à flux laminaire, est de plus équipée d'un appareil brassant l'air en l'irradiant aux rayons UV et produisant de l'ozone attaquant l'ADN. Nous nettoyons la surface de l'os à l'aide d'un scalpel stérile pour enlever la partie superficielle qui est enrichie en inhibiteurs de PCR et en ADN contaminant. Ensuite, nous procédons au prélèvement en sciant à l'aide d'un disque diamanté et décontaminé à la flamme. La poussière osseuse qui est générée est aspirée par un aspirateur pour éviter toute contamination croisée entre les spécimens. Tout est toujours nettoyé à l'eau de Javel. Ensuite, le petit fragment d'os que nous avons prélevé est broyé dans un cryobroyeur dans l'azote liquide à moins 195 degrés pour éviter tout échauffement des molécules qui se produit inévitablement quand le matériel est réduit en poudre. Pour cela, nous introduisons le fragment d'os dans le porte-échantillon du cryobroyeur rempli d'azote liquide et il est broyé dans un champ magnétique. La poudre d'os qu'on obtient ainsi est très fine et permet une extraction de l'ADN la plus efficace possible. Nous pesons la poudre produite, 125 mg dans ce cas. Ensuite, nous entrons dans la deuxième pièce du laboratoire confiné et nous mettons une deuxième combinaison, une deuxième paire de gants et de chaussures. Nous mettons la poudre en suspension en utilisant EDTA, un produit chimique qui lie les ions calcium de la matrice osseuse de l'os, ce qui induit la désintégration de l'hydroxyapatite de l'os et qui libère ainsi les molécules d'ADN conservées dans la matrice osseuse. Cette étape expérimentale se fait dans une hotte à flux laminaire pour éviter la pollution des échantillons. Pour bien resuspendre la poudre d'os, nous la mélangeons à l'aide d'un appareil que nous appelons vortex et qui permet de dissocier d'éventuels agrégats.
L'incubation de la poudre d'os dans le tampon d'extraction prend entre 24 et 120 heures et s'effectue sur une roue qui assure une homogénéisation régulière de la suspension. Après l'extraction de l'ADN, celui-ci sera purifié par adsorption et désorption sur une matrice de silice qui est obtenue dans des conditions particulières de pH et de salinité. L'ADN purifié sera ensuite multiplié, donc amplifié par PCR. Le pipetage des PCR sera effectué dans la troisième pièce où la surpression est la plus élevée. Après avoir changé combinaison, gants et chaussures une troisième fois, le pipetage sera effectué dans une hotte à flux laminaire verticale dans des capillaires en verre. Cette hotte est irradiée aux rayons UV pour éliminer l'ADN contaminant. Le matériel dans la hotte est irradié à très courte distance par un autre tube UV. Lors de la manipulation dans cette hotte, les tubes UV doivent être éteints pour ne pas endommager la peau et les yeux de l'expérimentateur. Chaque capillaire contenant l'extrait fossile sera fermé hermétiquement et ne sera plus ouvert jusqu'à ce que la PCR soit terminée. Les capillaires sont descendus dans le laboratoire moderne pré-PCR qui se trouve au 5e étage du bâtiment, séparé de la plateforme génomique et des laboratoires post-PCR. En arrivant, nous changeons à nouveau les vêtements pour mettre les vêtements habituels ainsi qu'une blouse du laboratoire. Ensuite, les mélanges réactionnels qui ne contiennent pas d'extrait fossile seront complétés et les capillaires fermés et transférés dans la machine de PCR quantitative en temps réel où ils seront d'abord centrifugés puis soumis au cycle de réchauffement et de refroidissement. Ce principe de la PCR, la réaction de polymérisation en chaîne, permet la dénaturation des deux brins d'ADN. Ensuite, l'hybridation de petites amorces d'ADN sur les brins qui contiennent la séquence complémentaire. La Taq ADN polymérase, une polymérase thermostable, reconnaît ces amorces, s'y accroche et recopie le brin d'ADN. Au prochain réchauffement, les deux brins seront à nouveau séparés et la procédure recommence. Ainsi, la répétition cyclique de ces étapes permet de multiplier une molécule d'ADN des milliards de fois. Ceci est la puissance de la méthode et aussi son danger, puisque toutes ces molécules d'ADN sont identiques à la molécule cible ancienne que nous voulons analyser et qu'elles seront libérées une fois le tube ouvert pour des analyses suivantes. Nous éliminons presque tout danger de contamination par ces produits de PCR à l'aide de réactions enzymatiques que nous effectuons avant chaque PCR. Ici, nous voyons in situ la synthèse des molécules d'ADN grâce à l'incorporation d'une molécule fluorescente qui nous permet la détection en temps réel de ces nouvelles molécules lors de leur synthèse par la Taq polymérase. Nous sommes ici dans la plateforme génomique de l'Institut Jacques Monod. Cette plateforme contient un certain nombre d'appareillages qui permettent de faire des analyses à haut débit des acides nucléiques qui sont utilisés par différentes équipes de l'Institut Jacques Monod, particulièrement par l'équipe de paléogénomique. Cette plateforme est équipée avec plusieurs robots. On a un robot préparateur d'échantillons en amont. Ensuite, un robot pipeteur préparateur de plaques de PCR pour des analyses à haut débit en PCR quantitative en temps réel. Et la plateforme est équipée de 5 machines de PCR quantitative. Ces machines ont l'intérêt majeur de permettre de suivre l'évolution de l'amplification par PCR et donc de déterminer à partir de cette évolution en temps réel la quantité initiale de molécules, à partir d'un tout petit nombre de molécules, de façon très fiable, précise et efficace. Une fois la PCR terminée, nous voyons ici les courbes de réaction avec un ADN standard, une référence dont nous connaissons la concentration, ainsi que l'amplification d'un extrait fossile qui se produit en général beaucoup plus tard car il y a très peu de molécules d'ADN anciens. Ainsi, nous pouvons quantifier le nombre de molécules d'ADN ciblées initiales
caractériser l'efficacité de la PCR, contrôler la production des artefacts de PCR, comme les dimères d'amorce, et quantifier l'inhibition de la PCR par les extraits. Tous ces paramètres sont importants pour rendre l'amplification de quelques molécules d'ADN ancien plus fiable. Une fois que la PCR est terminée et les courbes analysées, les produits seront séquencés et les séquences nucléotidiques soumises à l'analyse phylogénétique. À la fin du XXe et au début du XXIe siècle, l'analyse des génomes a permis de mettre en évidence et d'éclairer les liens unissant les caractéristiques génomiques d'un côté et les caractéristiques morphologiques et biochimiques de l'autre, et de mieux comprendre les mécanismes moléculaires qui ont abouti aux espèces actuelles, en particulier l'homme moderne. Pour comprendre le chemin qu'a pris l'évolution et mieux éclairer certaines étapes, il faut revenir aux traces fossiles de ces génomes préservés dans les eaux au cours de fossilisation. C'est une approche qui est extrêmement délicate encore, mais qui aujourd'hui est néanmoins possible si on garde un esprit très critique, et ceci a permis de sortir la paléogénétique de la science-fiction et d'en faire une science à part entière.